Sur Tizen, aujourd'hui, 25% des utilisateurs sur la France ne font que du streaming. Et ce chiffre est évidemment en croissance forte. D'où l'intérêt effectivement des broadcasters, des acteurs locaux de télé, de lancer effectivement un TF1+, un M6+, ces relais de croissance pour eux, ces nouveaux véhicules de streaming qui vont pouvoir aller toucher ces streamers qui ne regardent plus la télé traditionnelle. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir pour la seconde fois Antoine Chotard qui est Business Development Lead pour la France du service Samsung TV+. Alors voilà, est-ce que c'est bien ton titre déjà? C'est parfait, François. C'est parfait. Ouais. Bon, je suis ravi de te recevoir donc à nouveau et en vrai, ce qu'on se disait, on avait fait un épisode, c'était en 2021. C'était un des premiers épisodes, il me semble, de Mediarama. Voilà, on avait fait ça à distance. Donc là, on a le plaisir de faire ça en vrai, dans les bureaux de Cosa Vostra. Donc, encore une fois, ravi et merci d'avoir accepté de nouveau cette invitation. Et merci pour l'invitation. Ravi d'être là. Eh ben, écoute, on va donc faire un petit update parce qu'on est quasiment 3 ans après cet épisode. Ça faisait 1 an, toi, que tu étais arrivé à l'époque chez Samsung. Et donc, on va parler aujourd'hui, donc, pas seulement de Samsung, mais aussi de FAST. Hein. Donc, je rappelle cet acronyme un petit peu barbare. Free Ad Supported Streaming Television, donc c'est la télévision streamée gratuite, donc dont le modèle économique est la publicité, qui est quelque chose qui s'est beaucoup développé. On a beaucoup parlé sur Mediarama de la guerre du streaming, de tous ces services qui se sont lancés. Samsung est un des premiers à l'avoir fait, l'avoir mis sur ses télés. On en parlait donc il y a 3 ans. Et je me paraissait intéressant, à la lumière un peu de tout ce qui s'est passé ces dernières années, de faire un petit update très rapidement en intro, si tu devais choisir 1 ou 2 faits saillants qui ont pu se passer en l'espace de 3 ans pour Samsung TV+, en Europe et en France, ce serait quoi? C'est une excellente question. La difficulté, c'est de choisir. Ouais, parce qu'il s'est passé vraiment énormément de choses, clairement, mais vraiment saillant, ce que toi, tu retiens spontanément. Le FAST porte très bien son nom. Ce qui m'a surpris le plus, c'est la célérité, la rapidité avec laquelle les choses se font. Tu m'aurais demandé il y a 3 ans, ok Antoine, quelle est ta vision à 3 ans sur le type de contenu qui sera sur la plateforme et le volume de contenu? J'aurais jamais été capable de te dire, bah oui, en 2023, on distribuera BFM TV sur Samsung TV+ en France. Ce type d'exemple. Ouais. Donc, encore une fois, cette rapidité de prise sur le marché, d'adoption par le marché, à la fois du contenu et maintenant du marché publicitaire, est encore une grande surprise pour moi et une grande joie. Ouais. Donc juste pour donner une idée, en termes de volume, il y a 3 ans, on était à 50 chaînes disponibles sur Samsung TV+, en France. Ce qui était déjà honorable. Hein, qui était un bon début, mais un début. Aujourd'hui, c'est 130 chaînes. Donc ça donne une idée... En France, on parle que en France. Je te donnerai les chiffres après au global. On est sur encore un autre ordre de grandeur. Exactement. Donc 130 chaînes, mais encore plus que la volumétrie, c'est la qualité de l'offre et la qualité des partenaires qui sont venus sur ces 3 années, qui nous ont fait confiance et qui sont venus sur le service. Donc ça, c'est le premier point saillant, je vais dire. Le deuxième, c'est la rapidité de l'extension, du service. On a un service qui a été designé pour la télé, qui naît de la télé. Entre-temps, on a été lancé sur le mobile. Étant Samsung, on a naturellement, tu vois, ces 2 écrans principaux sur lesquels on joue. Ouais. Donc ça s'est fait également excessivement rapidement. Avec derrière une belle croissance des usages, à la fois du nombre d'utilisateurs et du temps passé sur la plateforme. Et le troisième, c'est la monétisation. Parce qu'à la fin, on est là pour créer un business, le développer. Voilà, c'est ad supported, c'est vraiment la publicité, c'est un modèle publicitaire, c'est une ligne de revenus. Tout à fait. Et c'est une nouvelle ligne de revenus. C'est ça qu'on veut créer pour nous, évidemment, mais pour nos partenaires. Et honnêtement, il y a 3 ans, la grande majorité de nos partenaires investissaient pour venir chez nous.
Ouais. Et ils n'étaient pas à break-even, ils ne retrouvaient pas leur investissement. C'était la notoriété, c'était se dire du marketing, je vais prendre des prendre positions. une position. Okay. Exactement, prendre des positions sur un marché auquel je crois et qui apportera de la croissance demain. Mais la réalité, c'est que 3 ans plus tard, ils monétisent et que tous nos partenaires font du profit avec nous aujourd'hui sur la plateforme. Et tous les partenaires font du profit aujourd'hui sur la plateforme. Alors, si je suis 100% honnête, il y a un sujet sur le Kids et la monétisation du Kids. Ouais, bien sûr. Donc, on trouve d'autres business models. On va dire qu'on est créatif avec nos partenaires sur le Kids. On essaiera d'en parler, ça, effectivement. Et on pourra en parler. Mais grosso modo, voilà, à part les marchés avec restrictions comme les enfants, toutes les chaînes, tous les producteurs, enfin tous les fournisseurs de contenu sont rentables aujourd'hui en l'utilisation de la FAST. Exactement. Voilà. Donc, encore une fois, cette croissance rapide, cette prise sur le marché à la fois en Europe et surtout en France, où tu pouvais te dire « Ah bah oui, on a un pays de set-top box, c'est très conservateur, le milieu des médias et de l'audiovisuel », la réalité, c'est que ça ne l'est plus et que les choses ont bien changé et que l'OTT, la CTV se sont bien développés en 3 ans. Et qu'on a contribué à ça. Et parce que c'est vrai que c'est intéressant, on a souvent dit, voilà, ce marché un peu spécial de la France, c'est set-top box, donc c'est les box FAI fournis dans lesquels on a beaucoup de services. T'as des idées un peu de consommation aujourd'hui, des ordres de grandeur. Par exemple, moi, je l'utilise pas trop, mais je suis pas un très bon exemple. Mais entre ceux qui regardent la télévision classique, ceux sur le set-top box ou sur après les services connectés ou OTT, est-ce que tu as on a des ordres de grandeur? Ouais, il y a des chiffres marchés et nous, on voit aussi la prise sur nos télés et le taux d'adoption sur nos télés, nos Smart TV. Au global, sur le marché, on sait que plus de 50% des utilisateurs maintenant ont des Smart TV et utilisent des Smart TV en France. Et ce qui est vraiment intéressant sur notre parc Samsung Télé, donc déjà 100% des télés qu'on met sur le marché aujourd'hui sont des télés intelligentes, des Smart TV, avec l'écosystème Tizen qui propose une offre de contenu, pas que audiovisuel, aussi du gaming. Tizen, c'est la surcouche Samsung. C'est l'OS. C'est l'OS. C'est le nom de l'OS. Qui contrôle nos télés, exactement. Tu as Android TV qui existe sur le marché, tu as du Fire TV, tu as Web TV chez LG. Tizen, c'est l'OS des télés Samsung. De Samsung. Okay. Exactement. Les OS qui existent, tu as les OS en mobile. Aujourd'hui, il en reste 2 grands, iOS et Android. Aujourd'hui, tu as ce même sujet qu'il y avait il y a 10 ans, Radolf Bellmer le rappelait récemment dans une interview. Le sujet qui a été sur le mobile il y a 10 ans, la guerre des OS qui s'est passée il y a 10 ans, se passe aujourd'hui sur la télé. Et avec ce développement des usages en Smart TV, la bataille, c'est moins une bataille d'application qu'une bataille d'OS pour être le nouveau distributeur le premier point de contact. Exactement. Tu mets un Apple TV en concurrence là-dedans, le fait qu'il soit dans une box et pas directement dans une télé, ou est-ce que tu penses qu'il y a pareil une guerre même sur les télés connectées? C'est encore une autre famille. Tu parlais tout à l'heure de la définition et de ce que peut être un barbarisme des acronymes qu'on utilise. Et effectivement, on a beaucoup de jargon. Donc, nous, dans notre jargon, il y a un grand mot qui revient, c'est la CTV, Connected TV. Ouais. C'est beaucoup utilisé par les Américains pour définir la Smart TV parce que sur leur marché, c'est un marché très OTT sur lequel il y a assez peu de set-top box, en tous les cas de set-top box FAI. La structure de marché est différente. En France, quand on parle de CTV, ça englobe plusieurs choses. Ça englobe la Smart TV, bien sûr, qui est un vrai relais de croissance pour la distribution audiovisuelle, mais ça englobe les set-top box dont tu parlais, des FAI, l'IPTV, et également les consoles de jeux et les set-top box ou les dongles des OTT. Fire TV, Apple TV et consorts. Donc c'est un grand ensemble. Pour répondre à ta question sur Apple TV, honnêtement, ça peut être une forme de concurrence, mais ils ont quand même aujourd'hui une part de marché qui est très, très, très limitée. Et le sujet, les grands concurrents de demain pour nous, au niveau des OS, c'est plus un Fire TV ou un Android TV. D'accord. Donc, c'est les 3 OS qui, demain, ça sera un marché beaucoup plus éclaté que sur le mobile, sans faire Nostradamus, mais les 3 grands OS qui devraient prendre des parts de marché majoritaires sont Tizen, Android TV et Fire TV. Fire TV, c'est Amazon. C'est nos amis d'Amazon, ouais. D'accord. Et alors, pardon, pour être très clair, c'est à chaque fois donc intégré nativement dans un écran. Donc vous, c'est des écrans Samsung. Amazon ne vend pas d'écran. Donc si je suis constructeur télé, je peux mettre soit Android, soit Fire TV. Et c'est exactement ça. Tu as différents types d'acteurs qui se positionnent sur ce marché. Des constructeurs, comme nous, comme LG, comme les marques chinoises, qui peuvent avoir leur OS propriétaire. Et tu as évidemment les géants de la tech, qui sont majoritairement des Américains. Ces acteurs-là ne sont pas des constructeurs à la base. Ils ont évidemment une pluralité d'offres en pur software et en tech, mais ils vont licencier, de la même manière qu'ils l'ont fait sur le mobile, leur OS à des constructeurs.
Après, Fire TV commercialise également des TV sur les US. Ils ont commencé ce mouvement. En marque blanche. C'est tout petit. Je pense que c'est une courbe d'apprentissage pour eux. Le gros du marché se passe en licensing, où ils vont effectivement voir des marques, des constructeurs qui ont des dumb TV, qui veulent les rendre smart et qui prennent leur OS pour comme les constructeurs de téléphones à l'époque. Encore une fois, c'est vraiment la guerre des softwares. C'est exactement ça. Et juste pour éclairer, alors l'idée, c'est pas parler que de la concurrence, mais c'est intéressant aussi d'avoir le marché. Android, on le sait, c'est gratuit. Fire TV, c'est gratuit aussi pour le constructeur? Alors ça, je peux pas commenter les business models de nos concurrents. Mais ce qui est sûr, c'est que Tizen, c'est réservé aux télé Samsung. On peut pas avoir de Tizen sur un autre écran. C'est un très bon point. Aujourd'hui, on a une équipe qui est dédiée au licensing de Tizen. D'accord. Pour aller effectivement porter Tizen sur d'autres marques. Alors, on est plutôt sur des constructeurs qui sont sur de l'entrée de gamme pour pouvoir adresser, nous, toute la pluralité des audiences et du marché, parce que Samsung, naturellement, en tant que constructeur, est plutôt sur le milieu et surtout sur le haut de gamme, sur ces télés. Après, en licensing, on a en cible de licencier Tizen sur des marques d'entrée de gamme également. D'accord, donc de quelque chose qu'on pourrait penser à un peu accessoire qui dit je vais vendre grâce à ça des télés Samsung, il y a un changement un peu de paradigme, mais ça peut être une vraie business unit, software, pub, etc. Et donc même si la finalité n'est pas de vendre une télé Samsung. Exactement, après on fait partie de Samsung. Il y a une vraie convergence et on travaille main dans la main avec la partie constructeur et la partie hardware de notre business. Donc, ça marche mieux, c'est mieux optimisé sur son écran. Et globalement, il y a énormément de synergies qui sont mises en place entre les différentes équipes et entre justement le hardware et le software. C'est ce qui fait notre position unique sur le marché et on compte bien continuer de la leverager et d'en profiter. J'imagine bien. Et d'ailleurs, donc justement, cet écosystème, il est vaste, télé, mobile, tablette. On retrouve Samsung TV Plus sur l'ensemble des appareils. C'est quoi le split en termes de consommation? Si je reviens à Samsung TV Plus, tu connais par device comment se fait la consommation? Alors, Samsung TV Plus, juste pour redire ce que c'est, pour ceux qui connaissent pas. Je l'ai pas expliqué si c'était, mais vas-y. C'est mon rôle. Vas-y. Donc Samsung TV Plus, c'est effectivement une plateforme, une application qui est opérée par Samsung et distribuée sur Tizen et également sur mobile. Donc c'est une proposition éditoriale gratuite financée par la publicité de contenu audiovisuel et un bouquet multithématique de chaînes fast avec du complément AVOD. Donc on va servir tous les genres, du sport, de la news, du film, vraiment un très grand choix. On est embarqué dans les écosystèmes Tizen, donc on est nativement une expérience télévisuelle du format long en 16/9 exposé sur les télés, et on a ensuite grandi sur le mobile avec une expérience très proche et similaire de ce qui existe en télé, mais effectivement on s'est déployé sur télé et mobile. Après, étant nativement télé. La très grande majorité de la consommation reste aujourd'hui en télé. Et c'est le sujet dont on parlait toi et moi, c'est le développement de la CTV, ce nouveau marché qui est en train de se développer. Le cœur du sujet, il est sur la télé. Évidemment, on continuera de grandir sur le mobile et on compte bien utiliser ce device-là comme relais de croissance. Notre sujet actuellement et notre attention, elle est vraiment sur la télé. Sur la télévision. Ok. Qui regarde justement la télé connectée en termes de socio-démo par rapport à la télé classique? Est-ce que c'est les mêmes et c'est plus simple parce que c'est un bouton sur la télécommande? Est-ce que c'est un autre segment? Alors, c'est une question hyper intéressante. Ce qu'on voit aujourd'hui sur la CTV, c'est de plus en plus d'audiences qui ne vont plus en télé traditionnelle. Et c'est nous, le relais de croissance et l'apport d'audience qu'on veut apporter à nos partenaires de contenu. Et ça, c'est prouvé. Ça, c'est prouvé. Aujourd'hui, si tu prends et c'est vrai à tous les étages, j'ai envie de dire. Nous, on regarde toujours les choses sur 3 paliers. Au niveau du marché, donc ton marché global, régional, européen et local français. Quels sont les mouvements sur le marché? Qu'est-ce qui se passe dans notre écosystème? Sur Tizen, qui sont les utilisateurs? D'où est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qu'ils consomment et qui ils sont? Et au niveau de l'application, sur Samsung TV+, là aussi, qu'est-ce qu'ils vont consommer et qui sont-ils? Ce qu'on voit, c'est si tu prends le niveau Tizen, sur Tizen, aujourd'hui, 25% des utilisateurs sur la France ne font que du streaming. Okay. Et ce chiffre est évidemment en croissance forte. Donc ce sont des streamers, ne fait que du streaming. Streamer only. D'accord. Ils ne regardent pas la télé traditionnelle. Donc c'est les fameux cord cutters, comme on les appelle, C'était les cord cutters. Effectivement, aux US, ils appellent ça cord cutter.
Qui ont coupé le cordon, le câble, qui ne regardent plus la télévision et qui ont un écran que pour regarder du streaming, des services de streaming. D'où l'intérêt effectivement des broadcasters, des acteurs locaux de télé, de lancer effectivement un TF1+, un M6+, ces relais de croissance pour eux, ces nouveaux véhicules de streaming qui vont pouvoir aller toucher ces streamers qui ne regardent plus la télé traditionnelle. Donc ça, c'est au niveau de l'écosystème. Sur Samsung TV+, tu me demandais un peu qui sont les utilisateurs. Nous, on a une offre qui est extrêmement diversifiée. On fait du mainstream, on a un bouquet multithématique avec absolument une offre très très large. Donc l'audience, elle est très grande, très élargie. On a du silver streamer, on a du young adults, on a à peu près tous les sociodémos. Et c'est parce qu'on veut construire une audience évidemment très large, mais très très riche et très qualifiée et qualifiable. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur les 5 territoires principaux en Europe, 50% de l'audience de Samsung TV+ a entre 25 et 45 ans. Donc c'est ça aujourd'hui le cœur de l'audience qui regarde la plateforme. Très jeune. Enfin, si on compare dans cet univers de la télévision au broadcast classique, où l'âge il est plutôt, alors je vais pas dire de bêtises, je vais dire un peu large, mais du 50, 70 ans, quoi. On le sait. Pour la télé classique. Pour la télé classique. Après, si tu le compares avec le streaming, on est plutôt dans les standards. Et nous, on est une offre de streaming. Ouais. Donc, tu compares aux réseaux sociaux et à ce qui se passe sur TikTok. Salut, ok, boomer. Ouais. Mais effectivement, sur le streaming, on est entre guillemets dans les clous. Ok, et si on parle du modèle économique, on l'a un peu évoqué, hein, donc c'est gratuit pour l'utilisateur, donc ça c'est très important, c'est financé par la publicité, donc tu dis que les marques, en tout cas les producteurs de contenu s'y retrouvent, c'est rentable. Est-ce qu'il y a un rev share? Comment ça fonctionne un petit peu? Qui va chercher la publicité? Et sur 1 euro de revenu, comment vous le partagez? Alors, il y a beaucoup de choses. C'est une question hyper intéressante. Aujourd'hui, on se positionne principalement comme un distributeur de contenu. C'est-à-dire que sur les 130 chaînes fast, et on reste principalement fast, hein, on grandit sur la VOD, mais on reste principalement du fast. Sur les 130 chaînes qui sont sur le service français, 98% sont des chaînes éditées par des tiers. Donc des partenaires de contenu qui ont édité leur chaîne, que ce soit une chaîne existante qui vienne du monde du broadcast. Je citais tout à l'heure BFM TV. Pour nous, c'est une marque ultra premium sur la télé qui existe sur le broadcast et qu'on vient amener en distribution sur Samsung TV+, dans un mode, on va remettre du jargon le jargon broadfast. Donc tu prends la proposition broadcast, tu la rends une proposition streaming, broad fast, parce que 100% des inventaires de cette chaîne BFM TV portée sur Samsung TV+, sont segmentables, sont adressables. D'accord, alors pour être un peu précis, pour bien expliquer, donc c'est exactement le même flux éditorial que BFM. Par contre, à chaque moment où il va y avoir la publicité sur le broadcast, vous venez à la place remplacer par votre propre publicité qui est segmentable. Et on reviendra tout à l'heure justement sur ce côté un peu data et segmentation. Mais c'est exactement la même offre éditoriale en live. C'est juste les pubs qui sont remplacées. C'est exactement ça. Et ça va avec le côté personnalisation du streaming. Le streaming permet ça. On n'y est pas encore sur l'offre éditoriale. Ça reste, tu as raison, c'est la même offre que l'offre broadcast sur le contenu et l'offre éditoriale. Sur la pub, on est sur une offre personnalisée. Donc segmentée, adressée, vendue au CPM et pas au GRP. Et du coup, pouvant aller chercher de la valeur et des nouveaux annonceurs qui veulent toucher ces audiences. Mais je reviens, sur ta question tout à l'heure. Nous, on est principalement un distributeur. Donc encore une fois, nos partenaires éditent des chaînes qu'ils viennent distribuer sur Samsung TV+. Ouais. Donc le modèle standard qu'on va proposer à ces partenaires-là, c'est un modèle de partage de la valeur qu'on va créer ensemble. Donc c'est principalement du revenu share, où Samsung Ads contrôle les inventaires, va les commercialiser sur le marché, et ensuite on partage le revenu avec nos partenaires de contenu. C'est notre modèle principal. Après, fonction des partenaires et de leur ADN, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils ont une régie déjà implémentée? Est-ce que c'est un acteur du kids? Là, on peut être un peu plus créatif et sortir de ce grand standard. Mais le standard principal, aujourd'hui, c'est du partage de revenus. Ouais. Et dans le modèle principal, c'est vous qui allez, c'est votre régie mais si la marque a sa propre régie, vous pouvez l'entendre et vous pouvez dans ces cas-là discuter, ils peuvent amener des campagnes, etc. Exactement. Mais le modèle principal, effectivement, on a une régie en propre, Samsung Ads, qui opère, qui se structure de plus en plus sur chaque territoire, avec une équipe
un hub européen qu'on a construit depuis Londres, c'est la même chose sur les contenus, mais qu'on a construit depuis Londres et qui maintenant se déploie en local. Et on a une équipe française qui est dirigée par Mouna Roger en France et qui grandit assez fortement pour monétiser ses inventaires sur la France. Et c'est quoi le partage de revenus ? Je me demandais c'est un truc classique de régie. Alors, sur le partage de revenus en lui-même, tu viens me voir, tu me proposes une chaîne, Antoine, j'ai une chaîne Cosa Vostra, où là on discute, et là on peut avoir cette discussion. Après, je peux pas le partager, là c'est le secret de nos accords avec nos partenaires. Et parlons justement, prenons cet exemple, si demain je viens de voir en disant, écoute, chez Cosa Vostra, avec tous les podcasts qu'on fait, et Orso, on pense qu'on pourrait faire une chaîne business, développement, perso, etc. On peut le faire, vous êtes ouvert à tout, qu'est-ce que vous regardez ? C'est comment on candidate ? Alors, déjà, on reçoit tout le monde et on discute avec tout le monde. On est extrêmement ouvert. Après, effectivement, on est de plus en plus sélectif. L'idée est d'avoir une offre très qualitative qui n'est pas forcément de la long tail. Aujourd'hui, je disais, on a 130 chaînes. Le but n'est pas d'avoir 300 chaînes dans 3 ans. D'accord. On est plutôt sur une approche qualitative où on va être très sélectif. Et dans notre politique d'acquisition de contenu, le choix des chaînes, des partenaires est primordial. Le but, c'est d'établir des partenariats stratégiques avec des acteurs installés. Et c'est ce qu'on a fait sur les dernières années. BFM TV, on a un partenariat stratégique maintenant avec le groupe Altis Média. Le Figaro. Le Figaro, exactement. L'équipe. Et puis après, donc ça, c'est des acteurs, on va dire, des broadcasters traditionnels. Je mets le Figaro de côté, qui est un peu à part. Mais on va aussi développer des partenariats stratégiques avec les grands producteurs, des grandes maisons de production et de distribution, type Newen, Banijay Endemol, Satisfaction, ces grands acteurs locaux qui ont du contenu, qui ont des catalogues incroyables, extrêmement vastes et qui sont intéressés pour aller créer une nouvelle ligne de business avec nous. Avec des chaînes donc dédiées à un contenu, à un programme, j'ai vu. On peut avoir des chaînes sur, je sais plus si Plus belle la vie ou Demain nous appartient, je dis un peu des bêtises parce que j'ai pas regardé dans le détail le catalogue, mais j'ai vu en tout cas c'était avec des programmes comme ça, quoi. C'est ça qui est assez intéressant. C'est ce qui fait, t'as raison, c'est ce qui fait la richesse de l'offre, c'est la diversité. Il y a une diversité de genre, mais il y a aussi une diversité de typologie de chaînes. Donc il y a, on va remettre du jargon encore, il y a une grande offre de chaînes single IP, donc dédiées à une marque. Une propriété intellectuelle, ce qu'on appelle les IP. Et ça a la beauté de sa simplicité. C'est très facilement marketable, très facilement compréhensible par les audiences quand tu leur présentes la chaîne, sachant que ça reste quand même pour les utilisateurs, parce qu'il faut quand même qu'on parle des utilisateurs, tout vient d'eux et le changement des usages, c'est eux qui le créent. Nous, on est juste un enabler. Ils sont quand même dans des nouveaux écosystèmes. Tizen, la Smart TV, ça reste nouveau pour eux. Et le FAST, le streaming gratuit, on est encore dans une phase d'éducation et il faut faire venir ces audiences sur ta plateforme et sur ton service. Donc, avoir des chaînes dédiées à une seule marque, c'est extrêmement facile à comprendre pour les utilisateurs. Et effectivement, ça fonctionne très bien. Donc, du Plus belle la vie, du J'irai dormir chez vous, des chaînes dédiées à Bob l'éponge ou à j'ai vu des choses vraiment très, très niche peut-être parfois. Et alors, juste une question là-dessus, c'est ce type de programme-là, c'est du streaming ou c'est de la VOD ? Alors, parce que ma question... VOD, c'est une excellente question. Au global, c'est du streaming. Donc, ce que notre service et le marché sur lequel on est, c'est du streaming. Déjà, il s'inscrit dans le marché de la CTV, un énorme marché qui est en croissance très forte. Juste pour avoir quelques chiffres, nous, c'est ça le marché sur lequel on est. C'est là le marché où on veut prendre des positions et grandir en part de marché. C'est un marché qui vaut 37 milliards cette année, qui en vaudra 50 en 2027. Au niveau monde. Là, on est au niveau global. Mais la France a son rôle à jouer et a une part de cette croissance. Ça reste un beau gâteau. Exactement. Et surtout, la France a de plus en plus de poids en Europe, en tous les cas chez nous. C'est le 3e marché aujourd'hui, après l'Angleterre et l'Allemagne, sur la croissance de Samsung TV+, et de la CTV. Donc ça, c'est extrêmement important. Juste sur les définitions, est-ce que c'est du streaming, est-ce que c'est de la VOD ? C'est du streaming. C'est principalement du streaming. Nous sommes une application de streaming et on opposait souvent, on disait, on associait streaming à VOD parce que le streaming, en termes de proposition éditoriale, était associé à la demande. Parce que Netflix, parce que YouTube, et parce que les usages se sont créés d'abord sur le à la demande. Aujourd'hui, il faut un peu dissocier les deux. Du streaming, dans du streaming, tu peux avoir du linéaire, le fast, et du à la demande, la VOD, ce type de proposition. Et de la manière qu'en télé classique, tu as du linéaire, tu n'as pas de à la demande, mais tu as du linéaire. Donc c'est du streaming. Ouais, c'est du streaming. Donc là, une question plus spécifique, là, sur Un Plus belle la vie, c'est linéaire ou c'est pas linéaire ? C'est linéaire
Ouais. et délinéarisé. C'est-à-dire que tu as la chaîne Fast qui est disponible en linéaire et tu as les épisodes à la demande également disponibles. D'accord. Parce que c'était un peu une question, mais je me dis quel est l'intérêt d'une chaîne linéaire si t'es pas en permanence dessus, surtout sur une série où t'as qu'une seule série. C'est-à-dire qu'en permanence, la série continue et à quel usage ça correspond d'arriver et qu'un épisode soit en cours et puis t'as loupé les 3 précédents. Eh bien, c'est une excellente question, encore une fois. Déjà, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un peu la télé un peu à l'ancienne ou et tout le monde s'est posé cette question-là au moment où on va rendre à César ce qui revient à César, où Tom Ryan a inventé le fast avec Pluto et a inventé les chaînes single IP. C'était il y a 15 ans. Non, c'était il y a 10 ans, pardon. Tout le monde le prenait pour un fou en disant, mais ça ne correspond à aucun besoin, aucun usage. La réalité, c'est que ça correspond à plusieurs besoins. La facilité d'accès au contenu, la découvrabilité du contenu. Aujourd'hui, tu es comme tout le monde. Quand tu es devant ta télé, tu vas essayer de choisir ton contenu. Tu vas passer 15 minutes à te dire qu'est-ce que je regarde, à ça, pas ça, voilà. Là, tu as une proposition très simple, disponible directement, où tu vas directement sur le flux. Quand tu zappes sur la chaîne, tu es directement dans le contenu. Ouais. Donc, tu peux consommer ton contenu et tu peux zapper de chaîne en chaîne. Et ça, plutôt que de scroller dans une interface, t'es déjà en train de consommer du contenu. Ok, c'est peut-être pas celui que tu veux regarder, tu vas peut-être zapper sur la chaîne d'après, mais t'es déjà dans ton expérience de contenu. Et du coup, je reviens sur notre proposition éditoriale et la pluralité de ce qu'on propose, pluralité de genres et pluralité d'offres. Tu as des chaînes single IP, mais tu as aussi des chaînes thématiques. Une chaîne de cinéma d'horreur, une chaîne dédiée à des séries télé de genre. Tu as une pluralité de types de propositions qui permet à l'utilisateur de se dire c'est pas que des chaînes single IP, c'est pas que du Plus belle la vie, puis après du Bob l'éponge. Il y a vraiment une richesse et une qualité de richesse dans l'offre. Oui, et puis vous, ça vous coûte pas plus cher de le mettre en linéaire ou des linéaires réalisés. Disons qu'on veut le faire parce que pour répondre à différents usages et pour permettre à l'utilisateur de choisir son mode de consommation. Ouais. Après, je vais juste pour finir sur ce point-là, et tu me demandais un peu à quel type d'usage ça correspondait. Les Américains ont les Anglo-Saxons, pardon, ont une manière de le décrire. Ils parlent du lean back. Lean back versus lean forward. Lean forward, t'es en avant, t'es devant ta télé, t'es en contrôle, tu choisis ton contenu. Ce qui peut correspondre au moment dans lequel tu es. Tu sais ce que tu veux regarder, t'as vu la pub ou t'as lu. Toi, etc. Exactement. Donc tu sais ce que tu vas aller voir, tu vas le chercher, tu le trouves, tu le consommes. Il y a d'autres moments où t'es fatigué, tu sais pas ce que tu vas regarder, t'es plus en mode lean back, je suis allongé dans mon canapé, je zappe et je vois ce qu'on me propose. Nous, on est sur ça. On est sur une offre de proposition. On n'est pas encore une plateforme de destination. On propose du contenu dans un moment de détente où, il y a plusieurs propositions et l'utilisateur. Et je me laisse un peu porter par un truc qu'on me propose qui est en cours déjà, etc. quoi. Et avec un autre élément qui est important, c'est que chez nous aujourd'hui, la curation, elle est majoritairement humaine. Il y a très peu d'algorithmique. Donc, c'est en ça qu'on est un petit peu spécifique. C'est du streaming, c'est du linéaire, et c'est majoritairement la curation humaine. Parce que la manière dont on va mettre en avant les contenus, la manière dont on va les référencer dans notre PG, tout ça est fait par des hommes. Et ça, c'est un choix qui est fait... que vous allez maintenir. Vous voulez pas... Parce que ça revient un peu à la question de t'as 130, t'en veux pas forcément 300 de chaînes, et tu disais on veut pas de la long tail. On aurait pu se dire, ça coûte rien quasiment de brancher un flux. Plus j'en ai, plus je peux répondre à des besoins, même s'ils sont très exotiques, le fameux long tail, et en fait, pourquoi pas? Pourquoi ce choix vraiment restreint, entre guillemets, alors qu'on est plutôt dans une explosion des offres avec des catalogues dispo? J'imagine que c'est simple de rajouter du contenu. C'est extrêmement simple de le rajouter, c'est extrêmement difficile de correctement le marketer et de correctement le mettre en avant sur les interfaces. Il y a une énorme compétition. Dans les rails, etc., les écrans qu'on voit. Dans les différentes manières, dans la manière de promouvoir et de surfacer ton contenu. Donc, de ce constat-là, on tire deux choses. Un, on doit travailler effectivement sur tous ces espaces de mise en avant et comment on multiplie les points d'entrée des utilisateurs sur le service et on facilite cette entrée des utilisateurs sur le service. Ça, c'est le premier point sur lequel on travaille. Le deuxième point, c'est avoir une offre qui est cohérente avec nos capacités de mise en avant et de distribution. Ouais. Et ça va de pair avec l'approche qualitative qu'on veut, qui vaut un line-up restreint, tenu, et avec une montée en gamme des chaînes qui sont disponibles dans ce line-up. D'accord. Donc, plus ça va venir, plus tu vas avoir des gros partenaires, etc. J'ai vu que vous aviez signé un partenariat avec la FIFA. Ouais. Alors, je sais pas si c'est toi, j'imagine que c'était plutôt au niveau international. Au niveau international, je te confirme. Et donc vraiment pour une chaîne dédiée au sport appelée FIFA+, ça fait partie un peu de cette stratégie, c'est des choses un peu exclusives que vous avez?
Alors, c'est pas exclusif. FIFA Plus est disponible chez certains de nos concurrents et néanmoins amis. Mais effectivement, ça correspond à cette volonté de monter en gamme et d'avoir des partenariats avec des acteurs de premier rang. Le sport est un bon exemple. Sur le sport, il y a une très forte demande des utilisateurs. L'offre est en train de migrer sur le streaming. Nous, on est principalement... a vu des Netflix avec du catch, du football américain, etc. On sent qu'il y a... On a vu du Prime pour des droits de la Ligue 1. Tu vois. Ouais. C'est ces mouvements-là, et encore, ça c'est la France. Aux États-Unis, il y a des mouvements de fonds qui sont massifs. Ouais, effectivement, il y a des choses assez intéressantes. Ou tu vois, un Apple qui discute sur la Formule 1 pour faire des deals de 10 ans. C'est incroyable, ça. On est sur une autre échelle. Ouais. Donc grosse appétence, en tout cas, sur le sport. Grosse appétence sur le sport. Volonté, nous, de le proposer parce qu'on est principalement linéaire. Donc, avec le linéaire va le live. Et la promesse du live, du contenu chaud, du rendez-vous, ça marche très bien, ça. Tous à un moment donné sur telle chaîne pour tel événement. Et ça, nos amis broadcasters l'ont évidemment très bien compris. Ça, on veut effectivement créer ces rendez-vous également sur le Fast. Et il y a eu très récemment les Newsfront aux US, qui sont des moments où les plateformes, un peu comme les chaînes de télé à l'époque, présentent au marché publicitaire leurs nouveautés pour échanger avec les annonceurs et sécuriser des deals avec les annonceurs annuels. Et sur les derniers Newsfront, sur Samsung TV+, aux US, on a annoncé un très gros line-up sur le sport. Donc un deal avec la MLB sur le baseball, une chaîne de F1, un deal avec la Ligue de hockey. Donc vraiment des deals majeurs avec sur lesquels, avec des sports majeurs de premier niveau sur lesquels on va se positionner. Avec du contenu en replay, bien sûr. On met pas des tickets. On met les pas des moyens tickets encore d'avoir les lives. C'est moins une question d'avoir les moyens ou de bien utiliser ces moyens à fonction du niveau de développement où on en est sur les services. Mais bref. Ce qui veut dire que ça pourrait arriver. En fait, tout est une question de momentum, quoi. C'est par rapport à où vous en êtes, etc., les coups que vous voulez faire. Et on reste très héroïste dans notre approche. Ça correspond à la culture coréenne et à la culture de ce qu'est Samsung, de mesurer tous ces investissements. Et oui, on est prêt à faire des investissements. On commence à le faire de plus en plus en Europe et en France, mais on reste très héroïste. Ce qui est plutôt bien, effectivement, j'ai l'impression. Et en termes justement un peu de data, on en parlait au niveau de la publicité, c'est la publicité segmentée, donc ça permet d'avoir des campagnes locales, ça permet plein de choses. Est-ce que tu as des use cases un peu à nous raconter et quel type de data vous pouvez partager avec les annonceurs ? Alors déjà, les datas qu'on partage avec nos partenaires de contenu. Les annonceurs, je voulais dire effectivement les producteurs de contenu. C'est ça qui est intéressant. Le sujet de la data, c'est encore une fois, c'est mot valise. Il y a tellement de choses. Ouais, bien sûr. Data. Mais tu peux distinguer. Savoir qui regarde, socio-démo, à quel moment, peut-être le comportement à ce moment-là. Vous avez plus de données que sur la télévision classique. La réponse est oui, parce que c'est encore une fois du streaming et de la connected TV. Donc c'est relié à un flux Internet, donc tu as la possibilité d'avoir tous ces types de données. Déjà, ce qu'on va partager, nous, on va commencer par les partenaires de contenu. Ce qu'on partage avec nos partenaires de contenu qui sont en partage de revenus avec nous, c'est évidemment toutes leurs données d'usage. Quel est l'usage et la performance de leur chaîne, de leur contenu sur notre plateforme. Nombre d'utilisateurs, les audiences, le temps passé sur la chaîne et sur les contenus, le temps passé par utilisateur, parce que tu veux mesurer effectivement ta pénétration, l'audience, la nouvelle audience que tu es en train de créer, mais aussi son engagement. Ouais. Combien chaque utilisateur va passer, est-ce que ce KPI est en croissance. Donc ça c'est des datas qu'on partage avec nos partenaires de contenu en temps réel. Dashboard. Ouais, exactement. Auxquels ils accèdent et qui leur permet de monitorer leur performance. Et nous aussi. Donc ça, il y a cette partie data-là. Ensuite, il y a effectivement les datas qui sont pour le marché publicitaire. Donc là, on se repose principalement sur plusieurs types de données. D'abord, notre technologie qui s'appelle ACR, donc désolé, encore du jargon. Automated Content Recognition, ce sont nos data first party. On est sur... En termes de texte, c'est un peu du fingerprinting anonymisé, évidemment. Ouais. On est à l'état de l'art de ce qui se fait par rapport aux requirements RGPD et IAB. Mais l'idée, c'est de comprendre quels sont les usages et quelle est la consommation dans l'écosystème Tizen et sur Samsung TV+, de l'ensemble des audiences. Donc ça, c'est des data first party qu'on peut utiliser dans des campagnes ciblées et rendre disponibles aux annonceurs. On a évidemment aussi des données sur les devices.
quel type de device consommer, quelle est la taille du device, quel est le modèle, quels sont les devices qui sont connectés à ce device, à cette télé. Est-ce qu'il y a une set-top box, est-ce qu'il y a une game console? Donc ça, c'est des données avec lesquelles on peut jouer et qui sont utilisées par Samsung Ads, évidemment, pour également commercialiser la pub ciblée et des campagnes ciblées auprès des annonceurs. Ouais. Et donc ça fait des CPM, donc CPM et pas GRP. Exactement, on est au CPM. 100% de la commercialisation et des packages de Samsung Ads sont au CPM. Et c'est combien les CPM par rapport, je sais pas, par rapport à alors soit un GRP, est-ce que c'est plus intéressant fast parce qu'on a plus de data que du broadcast classique, et puis après se comparer peut-être à du YouTube, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un CPM fast ou CTV? Alors, tout est en train de se construire, parce qu'on est sur ce nouveau marché. C'est très nouveau. Donc, effectivement, tout est en train de se construire et le marché se construit sur les niveaux de CPM qui se passent en CTV et sur le streaming gratuit financé par la publicité. T'as raison de mentionner YouTube. Sur le streaming gratuit, la référence, c'est YouTube. Tout le monde se positionne d'abord par rapport à YouTube, que ce soit un TF1, un M6, un France Télévisions quand ils lancent leurs applications et qui déploient, mais nous aussi. Donc le positionnement, nous, sur le marché, c'est premium, qualitatif, CPM élevé. C'est ça notre point de départ et notre approche sur le marché. Pourquoi ? Parce que, en fait, tous les KPI sont qualitatifs. Le contenu est premium, le device est premium, des télés, et plutôt encore une fois milieu de gamme et haut de gamme avec des grands écrans. Des grandes diagonales. Exactement. Du in-stream avec audio on, toute la valeur de la publicité digitale, de performance qui est associée, et une exposition du coup qui est avec de l'attention en tout cas, voilà. Donc, tout à fait. Et des taux de complétion extrêmement élevés. Donc on connaît la valeur de notre offre. Donc c'est pour ça qu'on commence, ou en tous les cas que l'équipe Samsung Ads en France, encore une fois dirigée par Mouna, a une position très qualitative et une approche très qualitative sur le marché. Après, il faut convaincre les annonceurs. Oui, c'est l'offre et la demande. Exactement. Mais les annonceurs, ça l'entendent. Oui, parce que c'est ce qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher cette qualité d'attention, cette qualité d'exposition et cette qualité de KPI liée, encore une fois, à la performance et à toutes les données qu'ils peuvent, post-mortem, qu'ils peuvent obtenir de Samsung Ads. D'accord. Et donc, tu peux ou pas donner un CPM moyen ? Je ne sais pas si là, je pose la question. Sur ça, ce que je propose, c'est une prochaine fois, t'invites Mouna. Mouna Roger, c'est de Samsung Ads. Pour venir France, nous parler un peu de chiffres business. C'est beaucoup plus sa partie que la mienne. Donc, ouais, pas de souci. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand même ce fait effectivement de se dire, enfin en tout cas le positionnement très premium, une sorte de best of breed entre la télévision où t'as une pub, donc t'as vraiment de l'attention, et puis un YouTube où tu peux avoir tout et n'importe quoi et pas forcément hyper qualifié en termes de pub. Donc j'imagine que vous êtes un peu entre les deux. Exactement. Après, on est aussi très pragmatique. Et oui, on a notre régie et on développe nos offres en direct. On est aussi dans une approche très partenariale. Partenariale à la fois sur le contenu, mais sur la publicité. Si tu prends le groupe TF1, on développe des partenariats très forts sur le contenu avec leur filiale Newen. On distribue des chaînes éditées par Newen. On va licencier du contenu, c'est-à-dire acheter des droits pour éditer des chaînes Samsung TV+, avec Samsung, distribué sur Samsung TV+, avec des contenus Newen. Ça, on l'a fait avec Plus belle la vie. On va le faire avec une autre de leurs très grandes marques très prochainement. Donc là, vous pouvez payer parfois du contenu pour avoir des IP intéressantes qui vont faire venir les gens et donc créer de l'usage, de produire, enfin de distribuer d'autres. Après, c'est plutôt à la marge, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, 98% de l'offre, c'est de la distribution. Ouais. Donc c'est les 2% aujourd'hui, effectivement. Là où tu as des trous dans la raquette ou des must-have qui disent... Plus belle la vie, c'est un no-brainer. Ouais, ça fait venir les gens. Effectivement. Donc ça, on le fait, mais encore une fois, c'est plutôt ponctuel. Donc ça, c'est le type de partenariat qu'on veut aller chercher sur le contenu. Sur la publicité, on a aussi un partenariat privilégié avec le groupe TF1 et avec leur régie TF1 Pub, où ils viennent également commercialiser sur le marché, en second niveau, après Samsung Ads, les inventaires de Samsung TV+, et les bundler avec leurs inventaires. Toutes les chaînes. Alors ça, je peux pas rentrer dans le détail. Mais en tous les cas, on est dans une approche partenariale où, oui, ils ont accès à une partie de nos inventaires. D'accord. Le point que je veux en fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est l'importance des partenariats avec les acteurs locaux. C'est primordial pour nous, à la fois sur le contenu et sur la publicité. Et on n'est pas dans une volonté d'opposition. C'est pas la télé contre le streaming ou la télé contre le... Non, c'est parce qu'en fait, vous pouvez pas vivre sans non plus, qu'on soit... Nous, comme eux, en fait. Ouais, bien sûr. Les choses vont se construire ensemble. Et nous, on a, je pense, des assets énormes à mettre sur la table à leur disposition pour porter leur croissance.
Mais de la même manière, on a besoin de leur empreinte sur le marché, de leur connaissance du milieu publicitaire et de leur contenu pour développer l'offre sur la France. Oui, clairement. Je voudrais revenir une seconde. On parlait justement tout à l'heure des chaînes un peu kids où là, comme ce sont pour des enfants, tu peux pas faire de publicité. Alors, je connais pas dans le détail la règle, etc. Qu'est-ce que tu as des exemples de choses que vous avez pu faire un peu originales pour monétiser quand même ce type de contenu? Alors, tu peux faire de la publicité sur les contenus kids, mais c'est très encadré sur la publicité ciblée. C'est là ce qui est, la valeur qu'on développe. C'est clairement de la publicité ciblée segmentée. Donc ça, c'est très encadré et en tant que parent, on est très content que ça soit très encadré. Ça, effectivement, apporte un petit challenge sur la monétisation. Nous, c'est un genre sur lequel on continue de se développer en les accords avec des acteurs de premier rang, Wildbrain, qui est un acteur international, avec qui on va lancer prochainement au UK des chaînes Pokémon ou Super Mario. Des acteurs français également, comme Xilam, Mediatoon, donc ces acteurs de premier rang qui viennent distribuer leur contenu chez nous. On reste principalement aujourd'hui en partage de revenus, en essayant de trouver quand même un équilibre sur la monétisation pour eux. Après, effectivement, ponctuellement, quand ça fait du sens, on peut mettre un upfront, donc un minimum garantie ou autre, pour avoir une forme d'exclusivité qui justifie le minimum garanti, et qui permet aux partenaires de financièrement s'y retrouver et d'investir sur le fast, mais en ayant quand même une économie qui fonctionne pour eux. Ouais. Ok. Et j'avais aussi une question puisqu'on était un peu sur l'offre. Est-ce que vous avez lancé vos propres chaînes? Alors, vous êtes allé chercher des IP, tu le disais, etc. Mais est-ce qu'il y a des chaînes 100% Samsung? Il y a des chaînes 100% Samsung. Alors, il y a les chaînes effectivement, on va chercher les IP et le contenu type Plus belle la vie. Mais il y a également des chaînes éditées par Samsung sur lesquelles on va créer nos marques. Ça revient à ta première question. Quelle est la différence entre il y a 3 ans et maintenant? Il y a 3 ans, on avait, en tous les cas sur l'Europe, aucune chaîne éditée par Samsung. Aujourd'hui, on en a plus de 30. Et alors, c'est quoi comme type de contenu? Et donc, c'est majoritairement des chaînes thématiques sur lesquelles on va proposer le meilleur du cinéma d'action, le meilleur de la comédie, avec des marques qui ont été développées pour Samsung. C'est principalement disponible sur 2 marchés qui sont les 2 marchés les plus matures en Europe. Là, je parle vraiment de l'Europe. C'est principalement disponible en Angleterre et en Allemagne. Mais à partir du moment où on aura une certaine maturité sur d'autres marchés, on va continuer de déployer ces chaînes-là. D'accord. Voilà. Okay. Un autre exemple est sur la France. On a une chaîne qui s'appelle Destination Nature. Donc là, c'est une marque qui a été également créée par Samsung. C'est une déclinaison d'une chaîne qu'on a qui s'appelle Wilder Planet, qui est disponible sur d'autres territoires. Et où là, c'est une marque Samsung, du contenu 100%, les grands espaces, les animaux qu'on a fait avec notre partenaire Off the Fence, qui est un producteur de premier rang sur le contenu animalier et ce type de documentaire. Et ça rencontre son public tout de suite. Il y a une très forte demande pour ce type de contenu. Nous, on sait que c'est un genre sur lequel on veut se développer. Voilà, Et c'est du contenu qui est produit pour vous, pour cette chaîne, ou c'est de la sélection? Pas encore. Ouais. Ça pourrait être la prochaine étape, tu vois, du vrai contenu. Ouais, tout à fait. Du contenu, va en tout cas, original, exclusif, Samsung. Je dis pas que le contenu est pas bon, attention, mais en tout cas se dire tiens, on peut reproduire et puis commander, etc., avoir des moyens sur une chaîne parce qu'elle marche bien et puis on a un peu de budget. Tout à fait. On n'est pas encore dans ce moment-là, honnêtement. On est plutôt dans un moment où la majorité on sélectionne du bon contenu. C'est plutôt du back catalogue, mais de très grande qualité. Après, il y a de plus en plus de contenu frais, déjà produit, mais du contenu frais qui peut être en première ou en deuxième fenêtre. Ouais. Après, aller sur du commissioning, nous-mêmes investir. Honnêtement, on n'est pas encore dans cette étape-là. Ça viendra peut-être, mais encore une fois, c'est une question de ROI, de taille de marché, de l'offre et la demande. Et j'avais une dernière question, justement sur les audiences un peu segmentées, ciblées, profilées. Comment tu sais qui est devant la télé? J'aurais pu te poser la question au début. C'est une excellente question. Parce que tu dis à ton annonceur que voilà, tu sais qui, mais comment tu sais réellement si c'est une famille, 4 personnes, une personne, etc. Est-ce que vous avez des Twix? On n'a pas de Twix. On a des partenariats avec des acteurs sur lesquels qui nous permettent de faire du probabiliste sur les audiences qui sont effectivement en train de regarder la télé. Donc, on a par exemple un partenariat avec Kantar qui nous permet de matcher nos données avec leurs données et de faire du probabiliste sur le foyer. Quel est le foyer qui regarde la télé et qui sont les utilisateurs dans le foyer qui regardent tel ou tel contenu. Ouais. Ce qui a beaucoup de valeur. Et un point qui est intéressant, c'est qu'on est sur un device, la télé, sur lequel l'usage, il n'est pas
personnel, individuel. C'est un usage collectif, majoritairement, pas évidemment, il y a une pluralité, mais qui peut être collectif. Et ça, c'est quand même la grande spécificité de la télé. Si tu prends ton mobile, ta tablette, qui ont de la valeur, mais ton usage, il est quasi exclusif, personnel. Et même si tu vas sur les nouveaux environnements qui sont en train de se développer, tu prends un Vision Pro du spatial computing, tu peux dire que c'est un nouvel écosystème dans lequel, ou un nouveau type de visionnage de contenu. Il est encore plus exclusif. Voilà, on est au maximum de l'exclusivité. Si je reviens sur la télé, la beauté de ce device, c'est qu'encore une fois, il réunit. On parle des réseaux sociaux, des médias sociaux, c'est un média social. Ça réunit le foyer, quel qu'il soit, une famille, et quel que soit le type de famille, ou des potes, bref. Ça réunit des audiences derrière la télé, des audiences plurielles. Et ça, pour certains annonceurs, c'est vrai que ça a une valeur unique. Surtout si tu sais dire, avec tes data probabilistes et le type de deal qu'on a avec Kantar, qui est le foyer derrière, qui sont les membres de ce foyer. Un père, une mère, 2 enfants, etc. Machin, ça a de la valeur. Donc c'est comme ça que vous savez à qui regarde. Tout à fait. La télévision. Ouais. Exactement. Non, et ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, étant un constructeur où aujourd'hui, il n'y a pas de login sur un service comme Samsung TV+, il y a de l'opt-in. On a, encore du jargon, une CMP, Content Management Platform, qui permet à l'audience de choisir, à l'utilisateur de choisir s'il veut recevoir de la publicité ciblée ou pas. Mais il n'y a pas de login. Donc, n'ayant pas de login, en tous les cas, c'est notre position aujourd'hui. Elle évoluera peut-être. Dommage ou pas dommage. C'est une barrière en moins pour accéder au service. Le rentrer, c'est non, mais bien sûr. Après, regarde, c'est ce qui se passe sur TF1+, sur M6, etc. Tu peux y accéder uniquement en te créant un compte. Tout à fait. Chacun sa politique. Toujours est-il que, et encore une fois, cette politique pourrait évoluer pour nous. Aujourd'hui, pour créer les usages, développer ces usages sur Samsung TV+, pour nous, mais surtout pour nos partenaires de contenu, on estime que c'est pas le bon moment pour le faire. Et du coup, c'est un frein en moins, une barrière en moins, une friction en moins dans permettre à l'utilisateur de découvrir, d'expérimenter le service et les contenus. Non, c'est intéressant. À la fois, je fais l'avocat du diable parce qu'effectivement, c'est mieux quand c'est disponible sans le moins de friction. Et à la fois, ce sera dur de faire revenir les gens en arrière parce que les médias ont du mal. Tu vois, les médias aimeraient tous pouvoir avoir du login et forcer le log, mais c'est compliqué. Et pas de vision dystopique où il y a une caméra dans la télé qui regarde qui est en train de regarder, etc. Parce que ça, pareil, c'est un peu dystopique, mais ce serait fou, tu vois, de pouvoir savoir exactement en temps réel qui est en train de regarder, reconnaître les profils avec la reconnaissance de visage. On a beaucoup déjà de sujets avec le présent. Je vais pas aller sur le futur et encore moins sur la dystopie. Ouais, non, c'est clair. Pour conclure cet épisode, Antoine, est-ce que tu as un truc cool à nous recommander ? Un truc cool. Alors, je sais pas si c'est cool, mais moi, je suis plutôt un très grand fan de SF. Il y a 3 choses qui m'ont plu récemment. Le problème à 3 corps sur Netflix. J'avoue, le bouquin m'était tombé un peu des mains parce que c'est quand même de la hard SF. Je trouve qu'ils ont fait un boulot extraordinaire sur la série en termes des concepts qui sont même un tout petit peu compliqués. De le rendre sexy et divertissant à ce niveau de qualité, c'est pour moi vraiment impressionnant. Le deuxième conseil, c'est le dernier bouquin de Damasio, La vallée de la silicone, je sais plus comment ça s'appelle, Vallée du silicium, qui pique un peu, qui permet de prendre du recul sur le monde dans lequel on vit, qu'est-ce que la tech fait à nos sociétés, à nos usages, à la manière dont nous on grandit et nos enfants vont grandir. Aux éditions du Seuil, je mettrai tous les liens. Ça permet quand même de prendre du recul sur le sujet, avec la vision d'un très grand monsieur sur ces sujets. Et le troisième, c'est un livre qui, pour moi, ferait une excellente série. C'est un livre allemand de SF qui date un peu maintenant, qui s'appelle « Des milliards de tapis de cheveux ». Quand tu lis le livre, tu vois les scènes, et les scènes sont renversantes. Ah donc, tu proposes ça chez Samsung en interne, ça pourrait être notre première série à produire peut-être. Écoute, j'appelle Séoul quand on sort du studio et je vois ce qu'ils en pensent. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode pour les curieux et les fans de SF. Antoine, merci pour ton temps. C'était très riche, très, très intéressant et puis toujours assez sympa, je trouve, de voir un peu l'update et l'évolution d'un marché. Il y a 3 ans, c'était un peu balbutiant. Là, on sent que c'est en train vraiment d'exploser en termes d'usage et notamment grâce à ton bon travail en France, on peut le dire. C'est un travail collectif. Il y a beaucoup de monde derrière. Ouais, il y a du monde forcément, mais en tout cas, c'était hyper intéressant. Donc, merci pour ton temps et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a plu et je vous dis à bientôt. Salut!
Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.